on va voir les deux autres équations de Maxwell, puis on va voir comment on peut les appliquer à l'électronique. Donc, la loi de Maxwell-Ampère, du stock pas mal, on va décortiquer ça tranquillement, pas vite. On va commencer par enlever ce terme-là, pour l'instant. Parce que l'autre partie, vous l'avez déjà vu. L'autre partie, ce que ça dit, c'est que quand j'ai un courant, ça va me créer un champ magnétique. Donc, si j'ai un courant dans un conducteur, bien, autour de ce conducteur-là, je vais avoir un champ magnétique B. C'est la règle de la main droite. Okay? Donc, mon champ magnétique va être comme ça. Donc, ici, comment on décortique ça? C'est que si j'ai un contour fermé, donc le contour fermé, c'est la ligne ici. D'accord? Qui est comme perpendiculaire à mon courant. Ici, j'ai une surface qui est non fermée. Donc, une surface qui est non fermée, ça peut être juste un cercle, c'est pas une sphère. Ça peut être un carré, c'est pas un cube. Donc, c'est la surface qu'il y a à l'intérieur de ce contour-là. Ici, J, c'est la densité de courant, c'est des ampères par mètre carré. Si j'intègre ça sur une surface, des ampères par mètre carré, bien, ça va me donner le courant total. Parce que, comme je dis, des ampères par mètre carré multiplié par des mètres carrés, il me reste des ampères. Puis ça, c'est la somme des courants qui passent dans cette surface-là. Donc, ici, le courant total qui traverse ma surface va me créer un champ magnétique B. Vous avez déjà tout vu ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'applique ça à un circuit électrique? Donc, supposons que j'ai une source de tension, une résistance, on va mettre une inductance, puis ici, on va mettre un condensateur. Donc, je pourrais dire que mon contour est ici. Bien, je vais avoir sûrement un courant ici. Donc, je vais dire que mon contour est là, puis je vais avoir un champ magnétique B là. Donc, il passe un courant dans ma surface, donc j'ai un champ magnétique. Mais là, j'ai un contour. Donc, le contour, mettons que c'est l'ouverture de ma tasse ici. Là, j'ai pris la surface comme étant la surface ici. Est-ce que je peux prendre cette surface-là? La tasse. C'est le même contour, c'est une surface différente. D'accord avec ça? Est-ce que je peux prendre ça? Oui, parce qu'il n'y a rien ici qui spécifie quelle surface je dois prendre. C'est une surface qui est délimitée par ce contour-là, par exemple. Donc, c'est le même contour, c'est une surface qui est différente. OK? Ce n'est pas une surface fermée parce qu'ici, c'est ouvert. Donc, supposons que je prends le même contour, puis je décide de prendre cette surface-là. Est-ce qu'il y a du courant qui traverse cette surface-là? Oh, la question est bonne, hein? Il n'y a pas de courant qui passe la surface-là. Pourquoi? Parce que j'ai une plaque d'un condensateur qui est dans le fond de ma tasse, puis l'autre plaque de mon condensateur est de l'autre côté. Il n'y a pas de courant qui traverse un condensateur. D'accord avec ça? Donc, il n'y a pas de courant qui traverse ma surface. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de champ magnétique? Mais non, j'ai prouvé tantôt, à cause de la surface qui est ici, que j'ai un champ magnétique. Alors, qu'est-ce que Maxwell a ajouté pour que ça fonctionne? Bien, il a ajouté ce terme-là, ici. Donc, on a une variation de champ électrique par rapport au temps qui traverse la surface. Si j'ai un condensateur et j'ai un courant qui passe dedans, évidemment, le champ électrique va changer en fonction du temps. Donc, c'est la partie que Maxwell a ajoutée pour compléter cette partie-là, parce que dans certains cas, quand on prend des surfaces un peu spéciales, bien, on a un champ magnétique quand même, mais on n'a pas de courant qui traverse la surface. Donc, une variation de champ électrique par rapport au temps qui traverse la surface équivaut à un courant qui traverse la surface, de la même façon. Maintenant, ça va pour des surfaces qui sont perpendiculaires au courant. Si je prends une surface qui est dans le même plan que le courant, mettons que je prends une surface qui est comme ça. Donc, mon circuit électrique est comme ça, ma surface est comme ça. Est-ce que je vais avoir un champ magnétique B selon ce contour-là? Non, parce qu'il n'est pas orienté dans le bon sens. OK? Donc, ce terme-là va être égal à 0. Est-ce que j'ai une variation de champ électrique ici? Non plus. Donc, on revient à quoi? On revient à la loi des courants de Kirchhoff. Le courant total traversant la surface délimité par le parcours C va être égal à 0. Donc, on retrouve là-dedans la loi de Kirchhoff courant. Mais encore là, qu'est-ce qui arrive si, au lieu de prendre
ce contour-là, je prends ce contour-ci. Oh! La loi des courants de Kirchhoff ne fonctionne plus. Je dois absolument ajouter ce terme-là, ici. OK? Parce que là, ici, dans ce contour-là, je vais avoir une variation de champ électrique qui va remplacer le courant qui manque. OK? Parce que ici, j'ai I1, I2, I3, mais ce I3-là, il n'existe plus dans le condensateur. Donc, dans le condensateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une variation de champ électrique qui compense pour le courant. Connaissez-vous un autre exemple où LKC ne fonctionnerait pas? Une antenne radio. Une antenne radio? C'est ce que tu m'as dit? Oui. Mettons que j'ai un ampli, un amplificateur RF, puis au bout de ça, j'ai une antenne. Bien, je peux prendre un contour. Ici, évidemment, j'ai un courant I. Ici, je vais avoir un champ magnétique B. D'accord avec ça? Parce que si je prends la surface vraiment de mon contour, il y a un courant qui passe dedans. Donc, je vais avoir un champ magnétique B. Mais encore là, je ne suis pas obligé de prendre la surface qui est ici. Je peux prendre la surface de ma tasse. Comme ça. Puis regarder la tasse. Quel courant qui traverse la surface? Il n'y en a pas. D'accord avec ça? Si je prends mon antenne, puis je la mets dans ma tasse, ben, il n'y a pas de courant qui va traverser la surface de ma tasse. Qu'est-ce qu'il va avoir? Un champ électrique. Ben, non, électromagnétique. Qui va être généré par l'antenne. Cool. C'est quand même un peu bizarre de voir qu'il y a du courant qui passe ici, puis à l'autre bout de l'antenne, là, les électrons, ils ne s'en vont pas dans l'espace. Ils s'accumulent dans l'antenne. Ils s'accumulent dans l'antenne pour créer un champ électrique et un champ magnétique, donc une onde électromagnétique. Cool. Question? Oui? C'est quoi que tu veux dire par perméabilité du vide? C'est mu0. OK? La perméabilité, c'est comment le champ magnétique voyage dans le vide. OK? Le mu0, c'est la perméabilité, donc comment le champ magnétique voyage dans le vide. Puis toutes les perméabilités de tous les matériaux sont référencées par rapport à celle du vide. OK? Donc, si tu as une perméabilité relative de 1500, par exemple, ça veut dire que c'est 1500 fois plus perméable que le vide. Donc, le circuit, le champ magnétique va être 1500 fois plus grand. D'autres questions? Oui? Le courant, on considère le courant conventionnel ou le mouvement des électrons? Courant conventionnel, c'est des ampères aussi. On passe à l'autre? Juste avant de passer à l'autre, je voudrais savoir, dans un circuit comme ça, les deux résistances R1 et R2 ne sont pas pareilles. Est-ce que les résistances sont en série ou ils sont en parallèle? Ça dépend où ta source de courant. Ça dépend, tu le vois d'où. On peut décrire ensemble. Ben, regarde, là, si je mesure VR1, VR2, si on fait la loi d'Ohm, avec le côté, donc c'est ma maille, VR1 moins VR2 est égal à 0, donc VR1 est égal à VR2. Donc, il devrait être en parallèle. Par contre, si je regarde le courant I, ben, j'ai le même courant dans les deux. Donc, si j'ai le même courant dans les deux, il devrait être en série. Bon. Laissons la question ouverte. OK? Qu'est-ce qui arrive si je fais passer dedans un champ magnétique B qui varie en fonction du temps? Est-ce que VR1 va être encore égal à VR2 d'après vous autres? Non. Pourquoi? Là, faites-moi pas à croire que si VR1 n'est pas égal à VR2, ça veut dire que j'ai une tension aux bornes d'un fil. Non, mais sérieux, si j'ai 1 volt ici, puis 5 volts là, ça veut dire que j'ai 4 volts ici, aux bornes d'un fil. Ou la moitié là, puis la moitié là. Peut-être, je sais pas. Alors, est-ce que VR1 va être égal à VR2? La question est bonne, hein?
J'ai fait un montage pour ça. Fred a fait un montage pour vous autres. Merci Fred. Ah, je l'ai monté tout, tu l'as pensé, mais moi je l'ai monté moi. OK, j'ai deux oscilloscopes, ils sont setés exactement pareil. OK, ils vont triguer en même temps. Ils vont mesurer la tension sur une résistance sur un, puis sur l'autre résistance sur l'autre. Cool. Aussi, j'ai deux multimètres qui vont mesurer la valeur efficace de la tension d'un côté puis de l'autre. D'un côté, ici, j'ai 1 K, 1 kilo. De l'autre côté, ici, j'ai 5 kilo. Alors, une dernière fois, est-ce que la tension entre les deux résistances va être pareille? Non. Non. Qui vote non? Vous êtes sérieux, là? Vous allez me faire croire qu'ici, il va y avoir une tension au bord de ce côté-là? Yeah. Ouais. OK. 3, 2, 1, go! Donc, j'ai 100 mV de ce côté-là, 500 mV de ce côté-là. Donc, 100 mV, 500. Donc, dans le fond, j'ai 1 K, j'ai 5 K, donc c'est vraiment normal que j'ai ici 5 fois plus de tension que là. D'accord? Ce qu'on peut remarquer aussi à l'oscilloscope, c'est qu'ils sont inversés l'une par rapport à l'autre. Donc, quand la tension est positive, ici, et négative là, et inversement. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? J'induis une tension, il y a un courant qui va circuler. Si j'ai un courant qui circule, OK, je n'ai pas le choix que ce soit le même courant dans mes deux résistances. Il n'y a pas d'électrons qui vont venir d'ailleurs. Je n'ai pas de variation de champ électrique, comme on a vu tout à l'heure, là-dedans. C'est du champ magnétique. Donc, si le courant est égal dans les deux, V, c'est juste ce courant-là, VR1, ça va être quoi? Bien, ça va être moins R1 fois I. D'accord? Parce que le courant est dans l'autre sens. Puis VR2, lui, le courant est dans le bon sens, selon la loi d'Ohm. Donc, je vais avoir VR2 qui va être R2 fois I. Donc, ça explique le signe moins. Puis le rapport de R1, R2 explique pourquoi ils sont inversés. Puis pourquoi R1 est plus grand que l'autre. Notre facteur 5, 5K comparé à 1K. Donc, ça, c'est la loi de Maxwell-Faraday. Donc, si j'ai un parcours, c'est le parcours, c'est celui-là. Donc, un parcours suivant le chemin, c'est égal à moins l'intégrale de dB sur dt. Donc, variation de champ magnétique par rapport au temps qui traverse la surface. Donc, ici, j'ai une surface, j'ai un champ magnétique qui varie en fonction du temps. Bien, ici, il varie à 60 Hz, c'est un transformateur. Donc, ça va m'induire une tension selon le parcours. C'est ça que ça veut dire. Puis oui, quand on mesure la tension entre ce point-là et ce point-là d'un bout de fil, bien, il y a une tension là qui est induite. La preuve, donc je peux prendre ce multimètre-là pour mesurer la tension au bord de ce fil-là. Un fil. Puis oui, j'ai induit dans ce fil-là une tension. Maintenant, quand je regarde ceci, l'intégrale des champs électriques selon un parcours DL ne me donne pas 0. Si je fais E c'est quoi? Les unités, bien, c'est des volts par mètre. Fois DL, bien, il va me rester des volts, parce que le DL, c'est des mètres. Donc ça ici, là, l'unité, c'est des volts. Donc la somme des volts, des tensions, selon un parcours, n'est pas égale à 0. Ça, c'est la loi de Kirchhoff-tension qui vient de prendre une débarque. Vous ne trouvez pas? Donc, la somme des champs électriques selon un parcours n'est pas égale à 0. Si je prends un parcours, donc une source de tension va me donner une certaine champ électrique, comme une pile dans un champ électrique. Au bord d'une résistance, quand il y a du courant, il y a un champ électrique. Dans le condensateur, il y a un champ électrique, on l'a vu. Mais ici, là, il n'y a aucun champ électrique. C'est un champ magnétique. Donc, intéressons-nous à cette partie-là. Donc, c'est l'intégrale de dB sur dt ds. La dérivée, on va la sortir de là. Donc, on va se retrouver avec l'intégrale d'une surface de B. B, somme T, c'est des Tesla. Des Tesla, c'est des Weber par mètre carré. D'accord avec ça? Donc, l'intégrale de B sur une surface, donc c'est comme si je multipliais par des mètres carrés, il va me rester des Weber. OK?
OK? Des Weber, c'est l'unité du flux magnétique. Ça, c'est le flux. Donc, c'est le flux total qui traverse la surface. On sait que le flux, c'est égal à l'inductance fois le courant qui passe. Fait que là, ici, je le remets dans mon intégrale. OK? Ici, dφ sur dt, c'est L dI sur dt. Bien, ce terme-là, c'est égal à la tension aux bornes de l'inductance. On l'a vu. dL est égal à L dI dt. OK? Fait que là, je tricote tout ça. Là, je retrouve que ben, ce terme-là, qui est de ce côté-là, en haut, ben, c'est égal à moins VL. Donc, tout ce terme-là ici, je vous ai démontré que ça, c'est égal à moins la tension aux bornes de l'inductance. Fait que quand on revient avec tout ça, comment on applique, nous, la loi de Kirchhoff-tension? Ben, dans le fond, on l'applique. C'est pas la bonne version. Donc, il faudrait, dans le fond, ça, c'est pas exact, là. Donc, on ne peut pas le mettre dans l'intégrale, dans le fond. Mais ça revient un peu au même. Donc, si j'ai un parcours, je calcule, j'additionne tous les champs électriques, puis j'additionne aussi la tension aux bornes de l'inductance pour donner l'égal à 0. Mais la loi nous dit au départ que la somme des champs électriques n'est pas égale à 0. Okay? À cause que l'inductance, elle n'a pas de champ électrique à ses bords. C'est un champ magnétique qui le dirige. Mais une variation de champ magnétique va nous créer aussi une tension électrique. Question? Oui? Dans l'exemple qu'on a avec les deux distances, ça veut dire qu'au bord du fil qui passe, la tension qui est perdue est causée par le champ magnétique qui est créé. La tension qui est additionnée, qui est induite dans ce fil-là, dépend de la variation du champ magnétique. C'est ça ta question? Ma question c'était, tu as mesuré la tension au bord de ton fil. Ouais. La perte de tension, ça c'est causé à cause du champ magnétique. Oui. Okay. Puis c'est pas une perte, c'est une addition pour ça. On vient induire une tension. Okay. Puis c'est la moitié de la différence des deux qui se retrouve de chaque côté. Quand un circuit résonant, elle sait, puis tu arrives à la résonance, parce que la tension elle monte au bord du circuit. Là, il y en a un qui fonctionne avec le champ électrique, l'autre le champ magnétique. Donc, c'est là que c'est le maximum des deux, si tu crois. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais tu sais, quand Oui, mais dans le fond, quand tu as un circuit juste LC, donc supposons que le condensateur est changé à une certaine valeur. Puis là, on ferme l'interrupteur. Toute l'énergie qui est dans le champ électrique ici va se transférer dans le champ magnétique au bord. Puis, évidemment, ça va se croiser. Puis, le champ magnétique va redonner l'énergie au condensateur, etc. Et faire ça de façon infinie. Évidemment, à cause que l'imperfection de l'inductance, c'est toujours une résistance à l'intérieur, donc ça finit par s'atténuer. Mais oui, il y a un échange entre l'énergie électrique du champ magnétique et l'énergie magnétique dans l'inducteur. Puis c'est directement 1,5 de Li carré. L'énergie dans l'inductance va être égale à 1,5 de CV carré. Dans un cas, on a l'énergie magnétique et l'énergie dans le condensateur. Oui? C'était-tu lié à la fréquence de résonance, ça, ou? Ces affaires-là, non. Peu importe la fréquence. Non, mais la fréquence qui s'échange l'énergie. Eux autres, Ouais. oui. Okay. Et la fréquence de résonance, la fréquence, ouais. c'est sûr que ça va aussi à la fréquence de résonance, c'est 1 sur 2π. Donc, ça fait des belles formes sinusoïdales. Puis on regarde la tension, puis le courant, c'est déphasé de 90 degrés. C'est cool. On va dire, attention, ça va monter. Après ça, ça repose. Puis, comme je l'ai déjà montré, quand on a un circuit comme ça, la somme des tensions en AC, il faut faire attention pour faire le calcul vectoriel, sinon ça ne marche pas. Ouais, Donc, ça fait 2 fois que je vous dis que l'équation de Kirchhoff-tension ne fonctionne pas. La première fois, je vous ai fait à croire ici que ça ne fonctionnait pas, mais dans le fond, ça fonctionne. Quand on le fait correctement, quand on fait le calcul vectoriel. Mais par contre, ici, il faut vraiment faire attention parce que ici, ce n'est pas un champ électrique qu'on a, mais un champ magnétique qui se transforme en tension à cause de la loi d'induction de Faraday. J'espère que ça vous a un peu
ouvert l'esprit pour ceux qui vont aller à l'université pour triper un peu là-dessus. Il y a vraiment des choses vraiment le fun qu'on peut sortir de ça. Ici, j'ai présenté la forme intégrale des équations de Maxwell. Pourquoi? Parce que visuellement, c'est plus parlant. Quand on parle d'un contour, tout le monde est capable de se dessiner un cercle. Quand je parle d'une surface, c'est facile de faire la surface, le cercle, la surface du cercle. C'est aussi facile de comprendre une tasse, la surface de la tasse. Par contre, quand on y va avec les équations différentielles, des fois, c'est plus compliqué de voir à un point donné qu'est-ce qui se passe. Je trouvais que cette méthode-là de présenter les équations de Maxwell est plus visuelle. Puis en plus, on peut l'appliquer à des circuits concrets. Okay? Pourquoi L côté ne fonctionne pas quand je prends ma surface ici? La loi de Kirchhoff courant, quand je prends cette surface-là, ici, au lieu d'avoir un courant, j'ai une variation de champ électrique. OK, donc c'est vraiment concret. Là. Ça va vous permettre peut-être d'explorer un peu plus ce qui se passe là-dedans. Ces 4 équations-là de Maxwell peuvent expliquer tous les phénomènes électriques et magnétiques qu'on peut observer. Donc Maxwell, sa force, ça a été de réduire tout ce qu'il y avait en électricité et en magnétisme, combiner ça ensemble pour en sortir seulement 4 équations. C'est tout.